matinale qui est organisée par la commission communication de notre association et notamment Jocelyne Canetti, sa présidente, et Marianne Gallo-Lelaurier, ici présente. L'IEM est une association de médiation majeure, comme le sont le CMAP, l'ANM et l'AME et d'autres. J'ai cité les 4 les plus importantes en nombre. Nous réunissons des experts et des médiateurs et des arbitres. Ici présent, une partie ce matin, mais il y a également ce matin des personnes qui ne sont pas membres. Soyez les bienvenus à nos matinales qui sont organisées le 2e mardi de chaque mois. Nous accueillons aujourd'hui Catherine Pelvet et Pierre Young. Catherine, bonjour. Catherine, vous avez commencé votre carrière dans des cabinets d'avocats anglo-américains, Freshfield et Cleary Gottlieb, pour ne pas les citer, avant de monter votre propre cabinet en 2007. Vous avez donc une première expérience de technique classique de résolution des litiges avant de renforcer votre offre de service pour offrir la palette médiation à vos clients, convaincus qu'il s'agissait d'une technique indispensable à la résolution des différends. Vous êtes devenue donc médiatrice, mais ce qui ne vous empêche pas d'aimer encore la procédure, le débat judiciaire, la stratégie précontentieuse. Aujourd'hui, vous considérez que la médiation enrichit le métier d'avocat et vice-versa. Catherine, bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir. Pierre Young, bonjour. Je vous demande également quelques mots et puis vous corrigerez bien sûr ma présentation. Une chose pour Catherine, si j'ai oublié des éléments fondamentaux. Pierre Young, vous êtes entré au barreau en 1989 après une expérience tout à fait différente. Vous avez été responsable pendant plusieurs années de l'enseignement du secourisme à la Croix-Rouge. Vous vous destiniez à une carrière d'avocat pénaliste, mais la vie en a décidé autrement. Vous avez eu l'opportunité de monter les bureaux d'un cabinet français au Vietnam, où vous êtes resté 5 ans. Ces expériences vous ont appris l'importance de l'écoute des différences, et notamment culturelles. De retour en France, vous reprenez une activité contentieuse. C'est alors que vous faites le constat d'une certaine frustration que génère pour les parties le fait de s'en remettre au juge ou à l'arbitre. Votre expérience en Asie, où tout passe par la discussion, ainsi qu'un assez long travail personnel, vous convainc de l'intérêt de la médiation. Aujourd'hui, vous consacrez une grande partie de votre temps à l'activité de médiateur et de promoteur de la médiation, ainsi que de formateur. Nous vous accueillons aujourd'hui, Pierre et Catherine, car vous êtes les co-auteurs d'un ouvrage dont le titre est Médiation commerciale, méthode, stratégie, outils. Je vais laisser la parole à Jocelyne Canetti pour en dire un petit peu plus et surtout pour dire comment va se passer cette matinale. Je vais pour ma part désactiver mon micro et je vais demander aux personnes qui n'interviennent pas au stade des questions ou autres, mais c'est Jocelyne qui va vous dire tout ça, de bien penser à fermer le micro. Et je donne l'exemple en le fermant tout de suite. Bonjour à tous, merci de participer à nos matinales. Juste quelques petits points de fonctionnement. Comme toujours, vous posez vos questions sur Converser. Les questions-réponses, on les posera avec Éric Séban, le vice-président de l'IEM, ici présent, en fin de séance. On va vous demander de parler pendant 25-30 minutes. Et puis, on se gardera un temps de questions-réponses. Il y a toujours beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Et avec Éric, on se fera votre porte-parole ou bien on vous donnera la parole. Et fermez bien vos micros. Tout de suite, je dis que la prochaine réunion matinale, ça sera avec David Znati, qui est un expert lui aussi, et qui parlera de l'expertise en médiation le 8 novembre. Vous recevrez les invitations comme toujours, ne vous inquiétez pas. Je propose de passer tout de suite la parole à Pierre Young et Catherine Pelvet, en remerciant vraiment Marianne de nous avoir organisé cette matinale. À vous la parole. Vas-y, Pierre.
Merci beaucoup pour toutes ces introductions. Merci pour votre invitation. Effectivement, notre idée, c'est vraiment d'échanger avec vous sur cette expérience de la rédaction d'un ouvrage sur la médiation commerciale, en fait, qui a été initié par Sophie Henry du CMAP, qui a réuni une équipe autour de Catherine, qui est le chef de ce projet. L'idée, c'était effectivement, après la parution d'un livre sur la médiation interentreprise, de faire un livre sur la médiation commerciale. Au départ, ça devait être un guide plutôt un support pédagogique en fait pour les personnes qui se forment à la médiation au CMAP. Et très vite, on s'est rendu compte au sein de l'équipe, composée donc de Catherine, de moi et de Patrick Van Lindsay, que vous connaissez sans doute de nom. Patrick n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Il est avocat en Belgique, il est médiateur et il s'est formé au Canada à la médiation il y a très longtemps de cela. Et il est l'un des précurseurs de la médiation en Belgique et surtout l'auteur de tout un tas de réglementations sur la médiation en Belgique. Et il a à son actif 450 médiations, je crois, depuis qu'il est médiateur. Et donc, il a apporté une lumière, un éclairage assez différent, justement, de l'éclairage français sur la médiation, parce que sur tout un tas de choses, la Belgique a beaucoup avancé, mais sur d'autres choses, c'est nous qui sommes à l'avance. Donc, on a pu faire un certain nombre de comparaisons qui étaient vraiment intéressantes. Et de cette discussion est née l'idée que, en fait, beaucoup de sujets, en termes de médiation commerciale, n'étaient pas abordés dans d'autres ouvrages. Et n'était pas abordé ou n'était souvent dans la formation, dans des formations un peu éludées. La problématique de la confidentialité, par exemple, qui nécessite vraiment beaucoup de développement et souvent avec cette idée que, bah oui, on est en médiation, donc tout est confidentiel, il n'y a aucun problème, alors qu'il y a un vrai sujet sur la confidentialité des écrits échangés en médiation, alors qu'il y a de vrais sujets, évidemment, sur le moment où commence la médiation, donc où commence la confidentialité. On a vu ça avec le décret récent qui a un petit peu amélioré les choses en termes de médiation judiciaire. Et donc, on est rentré dans la discussion et on a vraiment, au lieu de faire un guide, un support pédagogique, on a voulu essayer de résoudre, pas de résoudre, mais en tout cas d'exposer des problématiques qui se posent spécifiquement en médiation commerciale. Et donc, on a travaillé d'abord sur un plan et on s'est dit que en travaillant, l'autre point qui était assez peu développé, c'était en fait la préparation de la médiation. Et que dans la médiation commerciale, il y a beaucoup d'intervenants extérieurs. Les entreprises sont souvent, les entreprises associées, bref, dans le monde des affaires, les parties sont souvent très vite conseillées et on est souvent aussi confronté à des problématiques techniques qui nécessitent l'intervention d'un expert. Et toutes ces questions-là nous ont amenés à travailler le thème avant la médiation, pendant la médiation, le processus lui-même, et après la médiation, et à dégager un certain nombre d'outils du médiateur ou du conciliateur qui peuvent, en se formant, être utilisés et être particulièrement efficaces. C'est cette structure-là qu'on a adoptée pour notre livre, parfois en posant des questions et en donnant des pistes de réponse, mais il y a des questions qui ne sont pas résolues. Et puis en faisant part, quand on le pouvait, de notre expérience sur l'utilisation d'un certain nombre d'outils qui sont, pour certains cités, d'autres très développés et qui permettent, dans la division du livre, de faire des allers-retours entre le contenu et les outils. Voilà, c'est Catherine, si tu veux ajouter. Oui, volontiers. Merci Pierre de cette introduction. Merci à vous, à l'IEM, et je connais certains d'entre vous de votre accueil. Vous nous remerciez de venir, mais c'est nous qui vous remercions de nous inviter. Et effectivement, notre troisième co-auteur nous manque, Patrick, qui n'est pas présent aujourd'hui et qui a contribué avec ses nombreuses expériences à l'élaboration de ce guide à côté de nos propres expériences. Alors, je vous le montre. Il est là. Vous l'avez à l'écran. Et alors, moi, je vais vous livrer
mon expérience dans la construction de ce guide et aussi vous dire comment il s'insère dans mon évolution professionnelle. La construction, j'avais un carnet en fait que j'ai commencé, un petit carnet rouge comme ça, que j'ai commencé au moment où on a commencé à se parler, l'équipe ayant été constituée. Et on avait une fois par semaine, tous les mercredis matins, à 8 heures. C'est un horaire qu'on a choisi parce que c'est un moment libre pour pouvoir ensuite avoir des journées de travail. On avait une réunion téléphonique d'1 heure à 1h30 pour avancer sur les différents sujets. On a commencé évidemment par les points techniques, comment on faisait pour contacter un éditeur, les illustrateurs, est-ce qu'on faisait des illustrations ou pas, quel était le contenu de notre guide, qu'est-ce qu'on voulait faire, enfin, quel était notre objectif, etc. Tout ce qu'a raconté Pierre et pour lequel on a considérablement évolué. Et puis, après, une fois qu'on a eu élaboré notre contenu, à tout le moins le sommaire de notre contenu, on s'est décidé en fonction de nos affinités sur ce qu'on avait envie d'écrire. Et plutôt que de tout écrire dans notre coin et ensuite de se retrouver au bout de quelques semaines ou mois pour faire le point, on a décidé de prendre chapitre par chapitre, voire sous-chapitre par sous-chapitre, et de se relire en vue de chaque conférence téléphonique, de façon à pouvoir non seulement évidemment s'aligner sur nos styles, mais surtout partager nos points de différence ou nos pratiques distinctes et échanger là-dessus pour apporter encore plus de témoignages dans cet ouvrage. Et ce que j'ai beaucoup aimé, puisque j'avais commencé par ça, c'est non seulement j'ai rencontré 2 personnalités très différentes avec lesquelles j'ai pu travailler en grande cohésion, avec parfois des désaccords sur des manières de fonctionner ou des appréhensions de certaines situations, mais jamais de conflit parce qu'on a toujours écouté et retravaillé ensemble de façon à pouvoir s'écouter, se comprendre et s'aligner. Et donc, en réalité, on a développé évidemment tous les outils d'écoute dans le cadre de la tenue de l'équipe pour la rédaction. Et puis, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai fait en fait 1 an, enfin, on a écrit pendant 9 mois, donc on va dire 9 mois d'analyse de pratique poussée. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire de voir à quel point, alors que moi, ça fait 12 ans que je pratique la médiation inter-entreprise, de voir à quel point, en fait, on peut encore s'enrichir les uns les autres lorsqu'on évoque nos différentes problématiques et avec beaucoup de transparence, les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc, je remercie Pierre et Patrick de cela. Et on a noué une amitié et on a envie on a encore plein de projets. On ne vous dira pas tout aujourd'hui, mais on a d'autres projets et voilà, c'est très excitant et c'est très sympa. Pour ce qui est du guide lui-même, enfin du livre, puisque c'est plus qu'un guide maintenant, effectivement, il a 3 sous-titres, méthode, stratégie, outils, qui correspondent à peu près au rythme de lecture lorsqu'on décide de le lire du début à la fin, ce qui n'est absolument pas une obligation et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi méthode, stratégie, outil? Parce qu'on a voulu, je prendrai le terme évacuer, mais qui est peut-être un peu connoté de façon péjorative, mais disons aborder les points vraiment juridiques en introduction, ce qui fait une introduction un peu longue puisque le cadre de la médiation est important et riche, mais cela de façon à pouvoir faire en sorte que notre ouvrage ne soit pas un ouvrage juridique sur la médiation, comme il y en a beaucoup, mais véritablement un outil pour les différents acteurs du processus de médiation, aller piocher par-ci, par-là. Et à titre personnel, par exemple, ça m'arrive dans certaines situations de l'ouvrir pour aller voir comment on avait abordé tel ou tel problème. J'ai eu récemment un problème d'interprétariat dans une médiation. Et donc, je suis retournée dans notre guide pour pouvoir m'enrichir de nouveau de ce qu'on avait écrit là-dessus,
puisque pour moi, c'était ma première vraie expérience d'interprétariat en médiation. Donc, bref, l'idée qu'on a décidé, enfin l'idée qu'on a suivie et qu'on a, je crois en tout cas, réussi à mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que ce soit, et c'est mon premier point pour caractériser cet ouvrage, d'en faire un guide multi-entrée. Quand je dis multi-entrée, je veux dire qu'on peut y rentrer à n'importe quel moment dans la séquence de l'ouvrage. On a une partie introduction, on a une partie processus et on a une partie fiche-outil. Et en fait, si je vous montre la tranche du livre, tout ce qui est en bleu correspond aux fiches outils. On a identifié 32 outils utiles au processus de médiation. Et donc, on peut à la fois, si je parle par exemple du questionnement ou de la reformulation, on peut y rentrer par le processus ou on peut y rentrer par la fiche outil, en fonction de là où on en est dans son évolution et dans son apprentissage de la médiation ou dans son exercice de la médiation. Et considérant que le questionnement ou la reformulation n'est évidemment pas accolé à une partie, une étape du processus de médiation, mais peut se développer dans les différentes étapes, mais cela de différentes manières. Donc d'abord un guide multi-entrée pour tous les acteurs du processus, notre objectif étant de cibler bien sûr les avocats, les médiateurs, les juristes ou les juges, mais également les chefs d'entreprise, les directeurs commerciaux, les directeurs financiers, etc. On a d'ailleurs eu l'honneur d'avoir une préface de Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le président du MEDEF, qui a donc validé le contenu de cet ouvrage et appuyé la médiation inter-entreprise en préfaçant notre ouvrage. Donc, le premier point, c'est un guide multi-entrée. Et le deuxième point caractéristique très fort, et je m'arrêterai là, c'est un guide qui intervient dans un contexte qui est transnational. Pourquoi ? Parce qu'il y a notre expérience à Pierre et moi de la médiation plutôt en France, l'expérience de Patrick Van Linsen de la médiation plutôt en Belgique, et nos expériences respectives dans des médiations de nature internationale. Et donc, tout ça fait que chacun des systèmes, puisqu'il y a des règles différentes selon les pays, chacun des systèmes de médiation peut enrichir l'autre et permettre de voir ce qu'on peut, nous, en France, piocher le cas échéant en Belgique ou vice-versa. Donc, je m'arrête là à ce stade. Je redonne la parole à Pierre qui pensera peut-être à d'autres choses s'agissant de notre présentation. Mais voilà, un grand plaisir et une satisfaction à avoir écrit cet ouvrage. Pour moi, c'est le premier livre que j'écris. J'ai pu participer à un ouvrage sur la médiation dans le passé, mais qui était juste un chapitre. Et donc, c'est la première fois que je conduis un projet comme ça et j'en suis très fière et je remercie encore Pierre et Patrick de leur contribution active. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Maintenant, vous voulez qu'on continue à parler du livre ou qu'on échange sur des questions? Que souhaitez-vous? Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le livre et les points importants du livre Oui, on pourrait en parler longtemps parce que ça nous a occupé un bon moment. Mais moi, je voudrais parler de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé et qui, je trouve, nourrit même le principe de la médiation, de la conciliation et des modes amiables. C'est en fait le nombre d'outils qui existent, le nombre de possibles qui existent pour des parties quand elles sont animées par un tiers indépendant pour essayer de résoudre leurs conflits. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a un conflit, et c'est particulièrement applicable dans le monde des affaires, à partir du moment où on a un conflit, les parties arrivent à se mettre autour d'une table, non pas pour parler nécessairement du fond du conflit, mais pour parler de la méthode de résolution du conflit, qui ne passe pas nécessairement par la médiation, mais auquel on peut ajouter de l'arbitrage sur certains points,
auquel on peut faire venir un tiers expert sur un point particulier et à qui les parties peuvent donner mission de résoudre un point technique sans recours, par exemple la fixation d'un prix, et où on donne mission à l'expert de façon extrêmement précise de dire un prix sur un actif qui est l'objet du litige, mais ce n'est pas que ça le problème du litige, et on se débarrasse en quelque sorte de ce problème-là pour l'englober dans la médiation plus générale. Ça, je trouve que c'est très intéressant, cette possibilité pour le tiers indépendant, non pas nécessairement d'aborder immédiatement le fond du conflit, mais d'aborder avec les entreprises la méthode de résolution et tout ce qui est à la disposition des acteurs pour pouvoir résoudre le conflit en faisant un mix d'un certain nombre de choses en fonction des problématiques techniques qui se posent. Parce que quand même, dans la médiation commerciale, l'aspect technique, soit de métier opérationnel, soit financier, soit comptable, revêt une importance capitale. L'autre chose que je trouvais également intéressante, c'était de voir, en fait, quand on parle de médiation, on parle souvent du médiateur, ou quand on parle de conciliation, on parle souvent de conciliateur, mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent dans le processus. Et notamment, comme je le disais, en dehors de l'expert ou en dehors du juge, parce qu'il n'y a pas de médiation sans juge, ce n'est pas possible. C'est parce qu'il y a le possible du juge, que le juge est au bout du processus, si jamais ça ne fonctionne pas ou si jamais on souhaite homologuer l'accord ou la transaction qui est née de la médiation. En dehors du juge, de l'expert, il y a un certain nombre d'intervenants que sont les conseils, que sont les parties, qui au sein des parties va représenter la partie. Il y a beaucoup d'intervenants et ça aussi c'était à la suite d'une discussion un point important qu'on a voulu développer. Comment situer chacune des parties? Comment situer les conseils? C'est un vrai sujet parce que on entend souvent dire oui, bon, moi les avocats, c'est pas à eux de parler, c'est pas leur tour. Alors je les mets au fond de la salle et puis au moment du comment, on leur demandera de rédiger le protocole d'accord, mais pour le reste ils n'ont pas à intervenir. Et en fait, on se rend compte dans la discussion et on se rend compte dans le développement de nos pratiques respectives que les conseils peuvent avoir un rôle, même en amont de la dernière phase de la médiation, si on ne prend que l'exemple de la médiation, et que justement, c'est le médiateur, le tiers indépendant, doit pouvoir fixer un rôle à chacun, un rôle qui est entendu et accepté par chacun, de manière à ce que la médiation ou le mode amiable puisse s'y dérouler. Donc, l'intervention de différents tiers dans la médiation est très intéressante et le rôle du tiers indépendant de fixer la mission de chacun est également quelque chose qu'on a développé avec beaucoup d'intérêt. Merci. Voilà. Les premières questions sont... Vous avez fini ou pas? Oui, bien sûr. Merci. Les premières questions beaucoup. Sont en train d'arriver. Eric, vas-y. Une question d'Emmanuel, notre présidente. Est-ce que vous faites état dans cet ouvrage de votre rapport personnel à l'international, l'Asie pour vous, Pierre, et le monde anglo-saxon pour vous, Catherine? Alors, en ce qui concerne ça, on l'a fait à travers des expériences vécues. Lors de médiation ou lors de négo avec des entreprises, et notamment des entreprises japonaises en ce qui me concerne, et les vietnamiennes, mais pas de chapitre spécifique. Alors, moi, j'ajouterais à ça que le cadre reste le cadre qu'on connaît, c'est-à-dire le cadre juridique de la médiation, le cadre qu'on connaît, c'est-à-dire le cadre français et le cadre belge. Pour ce qui est des expériences, effectivement, il y a des références à non seulement des expériences, mais également des pratiques. Et pour ma partie, puisque vous avez relevé la partie du monde anglo-américaine, il y a notamment des témoignages sur des pratiques très précises qui existent aux États-Unis et de façon même plus particulière en Californie sur les règles qui entourent la médiation par visioconférence, qui sont très, très intéressantes, d'une part parce qu'elles sont très poussées,
Et ensuite, parce qu'elles sont extrêmement pragmatiques et détaillées, avec en plus une interaction au moment où on écrivait entre ces règles californienne de médiation judiciaire par visioconférence et l'interaction de la crise du Covid. Merci pour bien. répondre, excusez-moi, pour répondre aussi à ce point, effectivement, il y a plusieurs figures du médiateur. Il y a le médiateur qu'on enseigne souvent en France, qui est un médiateur neutre, indépendant, qui ne prend jamais position, jamais directif, alors que vous avez notamment dans des pays anglo-saxons un médiateur qui peut être beaucoup plus directif et qui peut à un moment donné donner son avis, ou qui peut. Et donc, on a décrit ces approches différentes de la médiation. Et de même, dans les pays anglo-saxons également, il arrive bien souvent, j'ai une expérience particulière au Royaume-Uni, où il n'y a jamais de plénière. Et, enfin, en tout cas, jamais. Dans celle que j'ai vécue, il n'y a pas de plénière. Et quand je pose la question, on me dit non, ça ne se fait pas. C'est que, en fait, le médiateur, chaque partie est dans une salle, dans des salles différentes, ils ne se croisent jamais, et le médiateur fait des allers-retours, des navettes. Et c'est assez intéressant parce que dans la médiation telle qu'on l'enseigne, en tout cas en France et en Belgique, on enseigne cette gestion des émotions à l'occasion des plénières, on enseigne la gestion de la relation à l'occasion de la plénière, c'est l'occasion de permettre aux parties de reprendre la discussion, parce que c'est bien ça l'objectif de la médiation, permettre aux parties de renouer le dialogue. Ça peut être assez déroutant et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une autre pratique de la médiation. Mais pour en avoir parlé avec certains, c'est vraiment une pratique de la médiation américaine, voire anglaise, pas seulement en visioconférence. Oui, bien sûr, vous avez raison. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je donnais cet exemple de renvoi des règles américaines pour la visioconférence parce qu'elles étaient très précises, mais les outils, par exemple, qu'on utilise et le style du médiateur, comme disait Pierre, l'approche est différente selon qu'on est en Europe ou aux États-Unis, avec une évolution d'ailleurs aux États-Unis de ce rôle du médiateur selon les régions, les États des États-Unis. Certains médiateurs américains préférant ou mettant en avant les réunions plénières, alors que d'autres pas du tout dans les navettes, comme décrivait Pierre tout à l'heure. Il y a une question de Élodie Loin. Abordez-vous dans votre ouvrage la thématique de la médiation préventive? Assez légèrement, mais oui, on l'aborde. Quand je dis assez légèrement, c'est que c'est tellement riche qu'on pourrait écrire un livre sur la médiation préventive ou la médiation de projet. On l'aborde également en analysant un autre outil qui sont les dispute boards, qui peuvent s'assimiler à une forme de prévention, qui sont une forme de prévention et peuvent s'assimiler à la médiation de projet. Donc oui, on l'aborde sans en faire un outil particulier. Qu'est-ce que vous appelez les dispute boards? Les dispute boards, ce sont les comités de règlement des litiges, en général en matière de construction, enfin très souvent en matière de construction, qui sont en fait contractualisés et qui permettent dans le cours du projet aux parties de se rapprocher pour essayer entre elles de trouver une solution, mais sans que le projet ait pris fin, le projet contractuel, sans que la construction ait pris fin, pour éviter les blocages et les ruptures contractuelles dans le cours du projet. Comité de règlement, on dirait en français. Une question, alors plutôt une remarque d'Yvan qui nous dit que si les parties ne se rencontrent pas et n'échangent pas, c'est plus de la médiation, c'est de la conciliation. Il faudrait peut-être revoir la définition. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette position. Bah, c'est une bonne question. Ces médiations-là sont... Alors, la définition, il y a la nôtre et puis il y a ce que les anglo-saxons en font. Pour eux, à partir du moment où un tiers intervient, on n'est pas dans une négociation classique. Est-ce que c'est plus de la conciliation que de la médiation? Ça dépend de comment les uns et les autres pratiquent. Il y a des juges conciliateurs qui pratiquent en ne faisant pas du tout que des navettes et au contraire en rassemblant les parties dans une même salle. Et pourtant, c'est de la conciliation par le juge du tribunal de commerce, par exemple.
Donc, on sait que les définitions sont poreuses, les pratiques sont différentes. Ces médiations navettes qu'on appelle navettes aux États-Unis, nous, peut-être, on les qualifierait de négociations assistées par un tiers, plus que de médiation telle qu'on la pratique avec l'intérêt de la réunion plénière. C'est mon point de vue, je ne sais pas quel est le point de vue de Pierre. Oui, moi je pense que ça ne change pas le style du médiateur, ça ne change pas le fait qu'on soit en médiation ou en conciliation. Parce qu'on peut aussi faire une médiation en navette, en restant totalement neutre, indépendant, sans prendre du tout position, en restant le facilitateur, comme on peut aussi avoir un style beaucoup plus directif. Franchement, ce qui change, c'est qu'on a le sentiment, ce sentiment-là qu'on ne renoue pas nécessairement le dialogue. On trouve la solution, on aide à trouver la solution. Les parties trouvent la solution, mais on ne renoue pas nécessairement le dialogue. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Et dans les médiations que j'ai pu faire ou auxquelles j'ai pu assister au Royaume-Uni notamment, il n'y a même pas une poignée de main après. Il y a un accord qui est signé, validé par les conseils. Ça se termine souvent assez tard, par les barristers. Ça se termine souvent assez tard. Et il n'y a même pas une petite coupette de champagne quoi, qui permettrait de dire, bon, allez, on tourne la page. On passe à autre chose, c'est bon. Et ça c'est assez déroutant pour le coup, je trouve.